Nous poursuivons maintenant les échanges avec notre collègue de Rosemont pour 15 minutes. Merci beaucoup, M. le Président. M. Tifo, M. Boursier, Mme Crête, M. Larouche. J'ai plusieurs questions pour vous. On va commencer à parler, parce que c'est une journée importante. Le ministre de la Santé a fait une sortie, a dévoilé l'existence d'un vaste scandale ce matin, d'une faute morale qui aurait été posée. Alors, on va discuter de faute morale ensemble. Donc, il y a cette question d'interfinancement entre les honoraires des pharmacies pour le régime public et le régime privé. Depuis 1997, avez-vous dit, M. Larouche, depuis l'existence, depuis 2007, mais... Oh, depuis bien avant, il y avait un interfinancement. Exactement. Donc, depuis bien avant qu'il y ait le plafonnement par le ministre libéral de la Santé, Yves Bolduc, en 2010, il y a le fait que les pharmaciens chargeaient en honoraires davantage au régime des assureurs privés que du public, parfaitement légalement. Un ministre libéral de la Santé, en 2010, a décidé de plafonner donc les honoraires pour le secteur public, ce qui a conduit légalement des pharmaciens à charger un peu davantage au secteur privé. Est-ce que l'Ordre des pharmaciens aurait dû intervenir? C'est le scandale dont le ministre a fait état ce matin pour essayer de salir la réputation d'une membre de cette Assemblée. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le syndic avait fait, donc, de l'Ordre des pharmaciens, avait fait des interventions de son propre chef pour voir s'il y avait un problème, donc a agi. Mais si un assureur privé ou un client considérait que l'honoraire était exagéré, avait-il le droit de s'en plaindre au syndic? Absolument. Absolument. D'abord, pour mettre un peu d'histoire... Non, mais je vais juste pour mettre un peu d'histoire. Je vais poser des questions précises, puis ensuite on passera à autre chose. Mais juste donc établir que vous savez que le syndic peut agir sur plainte, oui, et que personne ne l'a empêché de le faire, et que le syndic a agi de lui-même pour faire des vérifications. Les deux sont vrais. Les deux sont faits. Et en plus, M. Tifo, vous avez parlé du rapport Montmarquette sur la question de la transparence. Qui a commandé le rapport? L'Ordre des pharmaciens. L'Ordre des pharmaciens, lorsque c'était la députée Taillon qui était présidente de l'Ordre. Effectivement. Donc, y a-t-il quelqu'un qui a fait une faute morale si le syndic faisait son travail en réponse à des plaintes et de sa propre initiative et que la présidente de l'Ordre commandait un rapport? Est-ce que vous voyez un scandale là-dedans de la part de l'Ordre? Non. Non. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, les décisions de tarification dans le secteur privé sont des décisions individuelles qui se sont contestées à l'occasion individuellement, sur une base individuelle. Très bien. Quant à la pratique générale, l'Ordre a fait diligence, a commandé un rapport. C'est une démarche qui impliquait les payeurs privés, les assureurs privés, l'AQPP, l'Ordre, et on a commandé, et l'Ordre a commandé, avec l'appui des autres groupements, une étude au Dr Montmarquette. Voilà. Alors donc, l'Ordre a fait tout ce qu'elle devait faire. Ce n'était pas à l'Ordre de négocier des honoraires. Ça, c'est votre travail à vous. Donc, l'Ordre n'a pas fait ça. Alors, si quelqu'un avait le mauvais goût d'accuser l'Ordre de faute morale, il serait pas mal dans le champ. Parce qu'on s'entend là-dessus. Par ailleurs, si quelqu'un considérait que cet interfinancement était scandaleux, ils auraient eu le pouvoir de faire, disons, un ministre de la Santé. Le ministre libéral de la Santé, Yves Bolduc, en 2010, 2011, 2012, s'il avait considéré qu'il se passait quelque chose de scandaleux, aurait été moralement conduit à intervenir. Est-ce qu'il l'a fait? À l'époque, on se rappelle que l'origine de ça, c'est la perte des allocations professionnelles qui a poussé l'écart entre le privé et le public. Et les pertes encourues par les pharmaciens, il y aurait eu des promesses de compensation comme en Ontario et on attend toujours le chèque. Donc, il y a eu un non-réinvestissement qui nous a amené à l'augmentation des... D'accord. On a un nouveau ministre de la Santé depuis avril 2014, donc bientôt 2 ans. Alors donc, il est responsable d'empêcher que des scandales et des fautes morales soient commises sous sa gouverne. Est-ce que, de quelque façon que ce soit, il est intervenu auprès de vous ou auprès de l'Ordre pour dire que cet interfinancement était scandaleux, moralement répréhensible et qu'il fallait intervenir pour que ça s'arrête? Non. Non. OK. Maintenant, on va parler d'une autre faute morale. Alors, en mai dernier, vous avez eu des négociations avec le ministre actuel de la Santé qui vous a dit, vous devez rembourser à l'État 133 millions de dollars par année. Vous avez dit, si vous faites ça, Monsieur le ministre, vous allez pousser des pharmacies à la faillite, vous allez réduire le nombre
d'heures travaillées. Et ce matin, vous nous donnez un sondage qui nous dit que, un sondage scientifique de Léger, auprès de 850 de vos 1800 pharmaciens, qui dit qu'en fait, il y a près de 1000 emplois de moins depuis mai dernier au Québec à cause de l'action du ministre de la Santé. C'est bien ça? Oui. Et que dans la moitié des pharmacies du Québec, il y a 6 heures d'ouverture de moins à cause de l'action du ministre de la Santé. C'est bien ça? Le ministre de la Santé, dans les négociations avec vous, il vous avait promis une compensation à l'époque. Qu'est-ce que c'était? Pour compenser la ponction de 133 millions, qu'est-ce que devait-il faire? C'était la seule condition qui a été acceptable pour les pharmaciens propriétaires, d'accepter des coupures de leurs honoraires. C'est un déplafonnement complet. Et ce déplafonnement-là... Déplafonnement complet des allocations professionnelles qui sont payées par les compagnies génériques. Exactement. Pour nous aider à refaire le modèle d'affaires des pharmaciens, le mode de rémunération des pharmaciens. Quelle était la nature de son engagement? Il vous a dit, je vais commencer à vous couper en mai, c'est ça? Puis je vais déplafonner quand les allocations? Il n'y a pas eu de date. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait un processus qui suivait son cours. Et est-ce que vous avez une idée de la saison ou de l'année ou de la décennie pendant laquelle ce serait fait? Ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est ce qu'on... Alors, est-ce que ça a été fait en juin de 2015? Non. Juillet? Non. Août? Non. Septembre? Non. Octobre? Non. Novembre? Non. Décembre? Non. Janvier 2016? Non. Février 2016? Non. Mars 2016? Non. Donc, pour l'instant, là, ce que vous nous dites, c'est que le ministre de la Santé vous a promis d'agir avec diligence, sans date, en sachant que le processus prend 90 jours normalement, c'est un processus réglementaire, mais que là, il y a plusieurs fois 90 jours qui sont passés, que des pharmaciens mettent à la porte chaque semaine des personnes partout au Québec. Refinancent leur pharmacie. Que les heures de pharmacie, et si ça continue comme ça en avril, mai, juin, juillet, août qui s'en viennent, est-ce qu'il va y avoir plus de pertes d'emploi et moins d'heures disponibles? On ne peut pas prévoir l'avenir, mais ce que je sais, c'est que chacun des trimestres de l'année, de par les plafonds qui ont été négociés, sont plus coûteux. Le deuxième plus que le premier, le troisième plus que le deuxième, et ainsi de suite. Donc, plus on avance, plus les coupures sont importantes en termes de dollars. Donc, l'impact va être encore plus grand. Et n'est-il pas vrai que comme vos pharmaciens, pensant que le ministre n'avait pas fait de faute morale en promettant le déplafonnement, donc l'arrivée de fonds compensatoires, se sont dit, ben c'est juste que ça prend du temps, et donc se sont endettés à hauteur de 60 millions de dollars auprès des banques maintenant, en attendant le déplafonnement, et que si le déplafonnement ne vient pas, en fait, cet endettement-là, il faudra qu'il rembourse, et que donc n'ont fait que reporter la sévérité des réductions d'emploi et des réductions d'heures d'ouverture? C'est évident que les emprunts additionnels que les pharmaciens ont dû aller contracter, c'est des emprunts de ce que j'appelle de fonds de roulement. Donc, pour venir compenser un manque à gagner au niveau de leur fonds de roulement. Donc, ça veut dire que quelque part, si la situation ne s'améliore pas, au cours des prochaines semaines et mois, ces emprunts-là devraient normalement augmenter. C'est des emprunts de fonds de roulement pour payer, c'est ce que j'appelle pour payer l'épicerie. Et subséquemment, les mesures logiques de tout entrepreneur, de tout gestionnaire, c'est de dire, est-ce que je peux encore couper du personnel? Est-ce que je peux encore couper des dépenses à l'intérieur de mon organisation pour pouvoir pallier à soit des emprunts additionnels, soit des pertes additionnelles? Est-ce que, dans une étude que vous aviez, parce que le ministre savait tout ça, là, vous lui aviez dit que ça allait arriver, je lui avais dit que ça allait arriver, on a posé des questions en champ, il y avait déjà des signes avant-coureurs, des fermetures dans certaines régions, et vous aviez sorti une étude montrant que le quart, si ça devait être permanent, le quart des pharmacies passerait en bas de leur point de rentabilité au Québec. Vous maintenez ça? Oui, nous, on a rencontré, on vous a rencontré, on a rencontré le cabinet du ministre pour présenter notre étude économique l'année passée, qui indiquait clairement que 15% des pharmacies québécoises faisaient peu ou pas de profit, pour pas dire pas de profit, et qu'un autre 10% faisait très peu de profit. Et on avait souligné à ce moment-là que les ponctions de 163 millions par année étaient pour fragiliser de façon importante la pharmacie de détail au Québec, donc ce 25%-là, effectivement. Donc, le ministre libéral actuel de la Santé met à risque la survie d'une pharmacie sur 4 au Québec. Actuellement, c'est le cas. Est-ce que... Et comme il vous avait promis dans la négociation au printemps dernier qu'il y aurait de façon
normalement assez rapide, donc les 3 mois que ça prend pour un règlement. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est une faute morale de la part du ministre de ne pas avoir respecté son engagement envers vous? Vous me permettrez de ne pas la commenter, si c'est une faute ou pas. Nous, ce qu'on voit, c'est la situation chez les pharmaciens. Situation d'insécurité, surtout avec le projet de loi 81. Le déplafonnement, ça veut dire quoi pour le futur? Est-ce que c'est quoi la valeur des médicaments génériques? Comment ça va nous affecter? C'est quoi la valeur des pharmacies? C'est quoi la rentabilité d'une pharmacie dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Cette insécurité-là, elle est assez difficile à vivre. Alors, parlons-en. Alors, dans le projet de loi qui est déposé, le ministre ne s'intéresse qu'aux appels d'offres. Il ne s'intéresse à aucun autre moyen de réduire le prix des médicaments et vous en avez proposé des moyens. Puis si j'ai le temps, je vais y revenir. Mais là, il dit finalement, cette idée de vous permettre d'utiliser un déplafonnement des allocations professionnelles des fabricants génériques pour vous refaire de la coupe que je vous ai imposée, c'est peut-être pas une très bonne idée parce que je voudrais la mettre dans mes poches. Hein? Un autre mémoire a montré que c'était 200 millions de dollars par année, à peu près, que ça voulait dire comme revenu pour les pharmaciens. Puis ces 200 millions-là, je voudrais les mettre dans la poche de l'État par les appels d'offres. Je ne suis pas contre, mais il vous a enlevé 133 millions et là, il vous propose de vous enlever 200 millions de plus par année. Là, c'est pas une pharmacie sur 4 qui va faire faillite. C'est beaucoup plus que ça. Est-ce que dans vos discussions avec le ministre, il a déjà évoqué de quelque façon que ce soit comment il va faire s'il vous enlève ce 200 millions supplémentaires pour vous garder ouvert? Non, c'est d'où l'intervention du discours aujourd'hui. Donc, que le ministre a la liberté de prendre les mesures pour baisser le prix des médicaments, mais ultimement, il y a toujours des impacts sur le pharmacien. On demande à être compensé pour les pertes éventuelles. Alors, vous dites que, moi, personnellement, je vais vous dire, je suis un généraliste dans ce dossier-là. Il me semble que les pharmaciens devraient être rémunérés correctement pour leur travail et qu'on devrait valoriser les actes cliniques que nous voulons qu'ils performent de plus en plus et que c'est ça qui doit être valorisé et qu'on doit revoir complètement la rémunération des pharmaciens pour cette question d'interfinancement, cette question d'opacité, cette question de ristourne qui devrait, d'après moi, être abolie, effectivement revenu dans le prix du médicament, mais en formulant une autre façon de rémunérer correctement le pharmacien. C'est notre souhait le plus ultime. Il y a encore des nouvelles activités que les pharmaciens pourraient faire, qu'ils ne peuvent pas faire en ce moment au Québec. La vaccination. Partout en Amérique du Nord, les pharmaciens vaccinent. Ici, ce n'est pas le cas. La pharmaceutique, les pharmaciens veulent être payés pour faire de la pharmacie, pas pour acheter des médicaments. Si on avait un projet de loi sérieux qui voulait réduire les coûts et aider les patients, au lieu de fermer une pharmacie sur 4, là, on mettrait le fait que les pharmaciens peuvent vacciner. Est-ce qu'on mettrait aussi le fait que les pharmaciens peuvent, et même doivent, comme en Ontario, rencontrer leurs patients tous les 3 mois ou 6 mois ou selon un protocole pour voir si leur médication est adéquate et, en plusieurs cas, le réduire? On investit beaucoup en budget de médicaments, mais très peu pour s'assurer qu'on a l'usage optimal. Et c'était une des conclusions du mémoire. Là. Je veux dire, je pense que ça serait important d'investir dans l'usage optimal, dans le travail interprofessionnel. On a des nouveaux prescripteurs. Les pharmaciens prescrivent, les infirmières prescrivent maintenant. Il faut coordonner. Ça prend un coordonnateur de ce travail interprofessionnel-là. Et un médicament qui est mal utilisé, c'est un médicament qui est dépensé absolument pour rien. Combien on pourrait économiser là, pour chaque dollar mis dans ce qu'on appelle le MedCheck? Combien est-ce qu'on économiserait? J'ai pas l'information, malheureusement, mais après un MedCheck, habituellement, il y a toujours 2 ou 3 médicaments qui sont cessés. Une modification pour améliorer l'efficacité. Donc, si on améliore si on additionne le coût du médicament arrêté, le coût des problèmes sauvés dans le futur et le meilleur traitement, je pense que les coûts sont importants. C'est rentable. Alors, si on mettait dans ce projet de loi-ci immédiatement la capacité pour les pharmaciens de vacciner, la capacité pour les pharmaciens ou même l'obligation de faire le MedCheck, on a la certitude qu'en dans 3 mois, on ferait des économies sur le budget de la santé générale. Sur le budget, effectivement, je pense que oui. Il y a une autre chose qui n'est pas dans le projet de loi, qui aurait pu y être, que le ministre ne prend pas de note, c'est le fait que les génériques coûtent moins cher que les innovateurs. Et que plus vite on inscrit un générique sur la liste des médicaments disponibles, plus vite on fait une économie. Alors, en ce moment, à quel rythme est-ce que le ministre de la Santé actuel les inscrit dans la liste des médicaments disponibles?
Oui, chaque parution de liste, c'est plus long qu'en Ontario, c'est quelques jours. En Ontario, c'est quelques jours, et ici, c'est une fois par... 3 mois, peut-être? Fois par 3 mois. Donc, Il y en a plus que ça. Il y en a peut-être plus. Il y en a 5 ou 6, je dirais. Donc, on pourrait immédiatement faire des économies substantielles en faisant comme l'Ontario là-dessus. Il y a des mécanismes pour les médicaments qui sont très dispendieux, dont le volume est très grand, qui permettent des économies. Il y a des fast-track. Mais en général, c'est un peu plus long que ce qui se fait ailleurs. Merci beaucoup. Merci Val. beaucoup.